retrouvons ici, ensemble tous les deux, Saint-Exupéry, le Petit Prince. Nous étions arrivés à l'explication de l'aventure avec le géographe qui conseilla au Petit Prince d'aller voir la Terre. La 7e planète fut la Terre. La Terre n'était pas une planète quelconque. On y compte 111 rois, en n'oubliant pas bien sûr les rois nègres, 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vaniteux. C'est environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble de ces 6 continents une véritable armée de 462 511 allumeurs de réverbères. Vu qu'un peu plus loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un palais d'opéra. D'abord venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis, ceux-ci, ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors entraînaient à leur tour dans la danse les allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie. Puis, eux aussi, s'escamotaient dans leurs coulisses. Alors venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et d'Inde, puis ceux d'Afrique et d'Europe, puis ceux d'Amérique du Sud, puis ceux d'Amérique du Nord. Et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seul l'allumeur est l'unique réverbère du pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du pôle Sud menait des vies d'oisiveté et de nonchalance et travaillait 2 fois par an. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on mente un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères. Je risque de donner une mauvaise idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout, un peu serrés, comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme des baobabs. Vous leur conseillerez donc de faire le calcul. Elles adorent les chiffres. Ça leur plaira. Mais ne perdez pas votre temps à ce banzoom. C'est inutile. Vous avez confiance en moi. Le Petit Prince, une fois sur Terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il y avait déjà peur de se tromper de planète quand un anneau de couleur de lune remua dans le
Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard. Bonne nuit, fit le serpent. Sur quelle planète suis-je tombé? Demanda le petit prince. Sur la terre, en Afrique, répondit le serpent. Ah, il n'y a donc personne sur la terre? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La terre est grande, dit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète. Elle est juste au-dessus de nous. Mais comme elle est loin, elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire ici? J'ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince. Ah, dit le serpent. Et ils se turent. Où sont les hommes? Reprit enfin le petit prince. On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent. Le petit prince regarda longtemps. Tu es une drôle de bête, lui dit enfin. Mince comme un doigt. Mais je suis le plus puissant que le doigt d'un roi, dit le serpent. Le petit prince eut un sourire. Tu n'es pas bien puissant. Tu n'as même pas de pattes. Tu ne peux même pas voyager. Je suis t'emporter plus loin qu'un navire, dit le serpent. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Le petit prince vient d'une étoile. Tu me fais pitié, toi si faible sur cette terre de garni. Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je puis. Oh, j'ai très bien compris, fit le petit prince. Mais pourquoi parles-tu par énigme? Je les résous toutes, dit le serpent, et ils se turent. Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit la fleur. Où sont les hommes? Demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. Les hommes? Il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Ils manquent de racines, ça les gêne beaucoup. Adieu, fit le petit prince. Adieu, fit la fleur. Le petit prince fit l'ascension d'une haute montagne. Les seules montagnes qu'il eût jamais connues étaient 3 volcans qui lui arrivaient aux genoux. Et il se servait du volcan éteint comme un tabouret. D'une montagne haute comme celle-ci, se dit-il, j'apercevrai d'un coup toute la planète et tous les hommes. Mais il n'aperçut rien que des aiguilles de roc bien aiguisées.
Bonjour, dit-il par tout hasard. Bonjour, 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 répondit l'écho. Qui êtes-vous? Dit le petit prince. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Répondit l'écho. Soyez mes amis, je suis seul, dit-il. Je suis seul, je suis seul, je suis seul, répondit l'écho. Quelle drôle de planète, se pensa-t-il alors. Elle est toute sèche, et toute pointue, et toute salée. Et les hommes manquent d'imagination. Ils répètent ce que l'on dit. Chez moi, j'avais une fleur. Elle parlait toujours la première. Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les neiges, découvrit enfin une route. Et les routes sont toutes chez les hommes. Bonjour, dit-il. C'est un jardin fleuri de roses. Bonjour, dirent les roses. Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. Qui êtes-vous? Leur demanda-t-il, stupéfait. Nous sommes des roses, dirent les roses. Ah, fit le petit prince. Il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu'elle était la seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il y en avait 5000, toutes semblables, dans un seul jardin. Elle serait bien vexée, se dit-il, si elle voyait ça. Elle tousserait énormément et se ferait semblant de mourir pour échapper au ridicule. Et je serais bien obligée de faire semblant de la soigner, car sinon, pour m'humilier moi aussi, elle se laisserait vraiment mourir. Voici le petit prince tout petit sur la montagne. Puis il dit encore: je me croyais riche d'une fleur unique, et je ne possède qu'une rose ordinaire. Ça, et mes 3 volcans qui m'arrivent aux genoux, et dont l'un, peut-être, était un pour toujours. Ça ne fait pas de moi un grand prince. Et couché dans l'herbe, il pleura. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna, mais ne dit rien. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit le petit prince, qui se retourna, mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix, sous le pommier. Qui es-tu? Dit le petit prince. Tu es bien jolie. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le petit prince. Mais, après réflexion, il ajouta: qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu? Je cherche les hommes, dit le petit prince.
signifie apprivoiser? Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que ça signifie, apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens. Voici notre renard qui rencontre notre petit prince. Bien sûr, dit le renard, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Et tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisée. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules? Non. Rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. J'aimerais le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont pas d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu plus loin de moi. Comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures je commencerai à être heureux.
l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu ne m'apportes quand, je ne saurais jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite ? Dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce que fait un jour est différent d'un autre, d'une heure, des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez les chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors, le jeudi est un jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard et quand l'heure du départ fut proche. Ah, dit le renard, je pleurerai. C'est de ta faute, dit le petit prince. Je ne souhaitais point de mal. Mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, dit le renard. Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. Bien sûr, dit le renard. Alors, tu ne gagnes rien. Les chasseurs avec leurs fusils. Le renard dans son terrier, qui n'attend qu'une chose, le retour du petit prince. J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. Puis il ajouta, va revoir les roses. Tu commenceras par te dire que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai un cadeau d'un secret. Le petit prince s'enfuit revoir les roses. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne n'osait apprivoiser et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami et maintenant il est unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous, bien sûr. Ma rose à moi, un passant ordinaire, croirait qu'elle vous ressemble. Mais elle est la seule. Elle est plus importante que toutes les autres roses, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mis sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2-3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. Il revient vers le renard. Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.
l'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de se souvenir. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard, mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince, afin de se souvenir. Bonjour, fit le petit prince. Bonjour, fit l'écueilleur. Que fais-tu, dit le petit prince. Je trie les voyageurs par paquet de 1000, dit l'écueilleur. J'expie les trains qui les emportent, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche, et un rapide, illuminé, grognant comme le tonnerre, fit trembler la cabane d'écouillage. Ils sont tous pressés, dit le petit prince. Que cherche-t-il? L'homme de la locomotive l'ignore même, dit l'écouilleur, et gronda, en sens inverse, un second rapide illuminé. Ils reviennent déjà, demanda le petit prince. Ce ne sont pas les mêmes, dit l'écouilleur, c'est un échange. Ils n'étaient pas contents là où ils étaient? On n'est jamais content là où on est, dit l'écouilleur, et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé. Ils poursuivent les mêmes voyageurs? Demanda le petit prince. Ils ne poursuivent rien du tout, dit l'écouilleur. Ils dorment là-dedans, ou bien ils bâillent. Les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres. Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent, fit le petit prince. Ils perdent du temps pour une poignée de chiffons et elles deviennent très importantes. Et si on la leur enlève, ils pleurent. Ils ont de la chance, dit l'écouilleur. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit le marchand. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaisait la soif. On en avale une par semaine et on n'éprouve plus le besoin de boire. Pourquoi vends-tu ça, dit le petit prince. C'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 503 minutes par semaine. Et que fait-on des 503 minutes? On en fait ce que l'on veut. Moi, se dit le petit prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Nous étions au 8e jour de ma panne dans le désert, et j'avais écouté l'histoire du marchand en buvant la dernière goutte de ma provision d'eau. Ah, dis-je au petit prince, ils sont bien jolis des souvenirs. Mais je n'ai pas encore réparé mon avion. Je n'ai plus rien à boire. Et je serais heureux, moi aussi, si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine. Mon ami le renard, me dit-il. Mon petit bonhomme, il ne s'agit plus de renard. Pourquoi? Parce qu'on va mourir de soif. Il ne comprit pas mon raisonnement. Il me répondit. C'est bien d'avoir eu un ami, même si l'on doit mourir. Moi, je suis bien content d'avoir eu un ami renard. Il ne mesure pas le danger, me dis-je. Il n'a jamais ni faim ni soif.
de soleil lui suivit. Mais il regarda et répondit à ma pensée. J'ai soif aussi, cherchons un puits. J'eus un geste de lassitude. Il est absurde de chercher un puits au hasard dans l'immensité du désert. Cependant, nous mîmes en marche. Quand nous eûmes marché des heures et en lassance, la nuit tomba et les étoiles commencèrent à s'éclairer. Je les apercevais comme en rêve, ayant un peu de fièvre à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma tête. As-tu donc soif, toi aussi? Lui demandai-je. Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit simplement: l'eau peut aussi être bonne pour le cœur. Je ne compris pas sa réponse, mais je me tus. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger. Il était fatigué, il s'assit. Je m'assis auprès de lui, et après un silence, il dit encore: les étoiles sont belles à cause d'une fleur qu'on ne voit pas. Je répondis: bien sûr, et je regardais, sans parler, les plis du sable sur la lune. Le désert est beau, ajouta-t-il. Et c'était vrai, j'ai toujours aimé le désert. On s'y assoit sur une dune de sable. On ne voit rien, on n'entend rien, et cependant quelque chose rayonne en silence. Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. Je fus surpris de comprendre soudain ce mystérieux garçon. J'habitais une maison ancienne, et la légende racontait qu'un trésor y était enfoui. Bien sûr, jamais personne n'a su découvrir, ni peut-être même la chercher. Mais il en jetait toute cette maison. Ma maison cachait un secret au fond de son cœur. Oui, dit le petit prince. Il s'agissait de la maison des étoiles ou du désert. Ce qui fait leur beauté est invisible. Je suis content, dit-il, que tu sois d'accord avec mon renard. Comme le petit prince s'endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais émue. Il me semblait porter un trésor fragile. Il me semblait même qu'il n'avait eu plus de fragile que lui sur la terre. Je regardais à la lumière de la lune, ce front pâle, ses yeux clos, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent, et je me disais: ce que je vois là n'est qu'une écorce, le plus important est invisible. Comme les lèvres entr'ouvertes y bouchaient un demi-sourire, je me dis encore ce qui m'émeut si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité. Pour une fleur, c'est l'image d'une rose qui rayonne en lui, comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. Et je le devinais plus fragile encore. Il faut bien protéger les lampes. D'un coup de vent, elles peuvent s'éteindre. Et marchant ainsi, je découvris les pluies au lever du jour. Les hommes, dit le petit prince, ils s'enfournent dans les rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. Alors ils s'agitent et tournent en rond. Et il ajouta: c'est pas la peine. Le puits que nous avions atteint ne ressemblait pas au puits saréen. Les puits saréens sont de simples trous
creusé dans le sable. Celui-là ressemblait à un puits de village, mais il n'y avait là aucun village, et je croyais rêver. C'est étrange, dis-je au petit prince. Tout est prêt, la poulie, le seau et la corde. Il rit, toucha la corde, fit jouer la poulie. Et la poulie gémit, comme une vieille girouette quand le vent, il y a longtemps, dormit. Tu entends, dit le petit prince. Nous réveillons ce puits et il chante. Je ne voulais pas qu'il fît un effort. Laisse-moi faire, lui dis-je. C'est trop lourd pour toi. Lentement, je hissai le seau jusqu'à la margelle. Je l'y installai bien d'aplomb. Dans mes oreilles durait le chant de la poulie et l'eau qui tremblait encore. Je voyais trembler le soleil. J'ai soif de cette eau-là, dit le petit prince. Donne-moi à boire. Et je compris ce qu'il avait cherché. Je soulevai le seau jusqu'à ses lèvres. Il but, les yeux fermés. C'était tout comme une fête. Cette eau était bien autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l'effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur, comme un gâteau. Lorsque j'étais petit garçon, la lumière de l'arbre de Noël, la musique de la messe de minuit, la douceur des rires faisaient ainsi. Tout le rayonnement du cadeau de Noël que je recevais. Les hommes de chez toi, dit le petit prince, cultivent 5000 roses dans un jardin et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne trouvent pas, répondis-je. Et cependant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau. Bien sûr, répondis-je. Et le petit prince ajouta. Mais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. J'avais bu, je respirais bien. Le sable au lever du jour et la couleur du miel. J'étais heureux aussi de cette couleur de miel. Pourquoi fallait-il que j'eusse de la peine? Il faut que tu tiennes la promesse, me dit-il doucement. Le petit prince, qui, de nouveau, s'était assis auprès de moi. Quelle promesse? Tu sais, une muselière pour mon mouton. Je suis responsable de cette fleur. Je sortis de ma poche mes ébauches de dessin. Le petit prince les aperçut et se dit en riant. Des baobabs. Ils ressemblent un peu à des choux. Oh, moi qui étais si fière de mes baobabs. Ton renard, ses oreilles. Elles ressemblent un peu à des cornes. Elles sont trop longues. Il rit encore. Tu es injuste, petit bonhomme. Je ne savais rien dessiner. Des bois fermés et des bois ouverts. Oh, ça ira, dit-il. Les enfants savent. Je crayonnai donc une muselière et j'eus le cœur serré en lui donnant. Tu as des projets que j'ignore. Mais il ne répondit pas. Il me dit, tu sais, ma chute sur terre, c'en sera demain l'anniversaire. Puis, après un silence, il dit encore, j'étais tout près d'ici. Et il rougit. Et de nouveau, sans comprendre pourquoi, j'éprouvais un chagrin bizarre. Cependant, une question me vint. Alors, ce n'est pas par hasard que le matin où je t'ai connu, il y a 8 jours, tu te promenais encore comme ça, tout seul, à 1000 milieux de toutes les régions habitées. Tu retournais vers le point de ta
chute, le petit prince rougit encore. Et j'ajoutais en hésitant, à cause peut-être de l'anniversaire. Le petit prince rougit de nouveau. Il ne répondit jamais aux questions, mais quand on rougit, ça signifie oui, n'est-ce pas? Ah, lui dis-je, j'ai peur. Mais il me répondit, tu dois travailler maintenant. Tu dois repartir vers ta machine. Je t'attends ici. Reviens demain soir. Mais je n'étais pas rassurée. Je me souvenais du renard. On risque de pleurer un peu si l'on se sent apprivoisé. Il y avait à côté du puits une ruine de vieux murs de pierre. Lorsque je revins de mon travail, le lendemain soir, j'aperçus de loin mon petit prince assis là-haut, les jambes pendantes, et je l'entendis qui parlait. Tu ne te souviens donc pas, disait-il. Ce n'est pas tout à fait ici. Une autre voix lui répondit sans doute, puisqu'il répliqua, si, c'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. Je poursuivis ma marche vers le mur. Je ne voyais ni l'entendais, toujours personne. Pourquoi le petit prince répondit pourtant de nouveau. Bien sûr, tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre. J'y serai cette nuit. J'étais à 20 mètres du mur et je ne voyais toujours rien. Le petit prince dit encore, après un silence. Tu as du bon venin. Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps? Je fis halte, le cœur serré, mais je ne comprenais toujours pas. Mais non, va-t'en, dit-il. Je veux redescendre. Alors, j'abaissai moi-même les yeux vers le pied du mur, et je vis un bond. Il était là, dressé comme le petit prince, et un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en 30 secondes. Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course, mais au bruit que je fis, le serpent se laissa doucement couler dans le sable, comme un jet d'eau qui meurt, et sans trop se presser, se faufila entre les pierres, avec un léger bruit de métal. Je parvins au mur, juste à temps pour y recevoir dans les bras mon petit prince, pâle comme la neige. Quelle est cette histoire-là? Tu parles au serpent maintenant? J'avais défait son éternel cache-nez d'or. Je lui avais mouillé les tempes et l'avais fait boire. Et maintenant, je n'osais plus rien lui demander. Il me regardait gravement et m'entourait le cou de ses bras. Je sentais battre son cœur comme celui d'un oiseau qui meurt. Quand on l'a tiré à la carabine, il me dit « Je suis content que tu aies trouvé ce qui te manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. Comment sais-tu » Je venais justement de lui annoncer que, contre toute espérance, j'avais réussi mon travail. Il ne répondit rien à ma question, mais il ajouta « Moi aussi, aujourd'hui je rentre chez moi. » Puis, mélancolique, « C'est bien plus loin, c'est bien plus difficile. » Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je le serrais dans les bras, comme un petit enfant. Et cependant, il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je puisse rien pour le retenir. Il avait le regard sérieux, perdu très loin. J'ai ton mouton. Et j'ai la caisse pour le mouton. J'ai la muselière. Il sourit avec mélancolie. J'attendis longtemps. Je sentais
se réchauffer petit à petit. Petit bonhomme, as-tu peur? Il avait eu peur, bien sûr, mais il rit doucement. J'avais bien plus peur ce soir. De nouveau, je sentis glacé par le sentiment de l'irréparable. Je compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire. C'était pour moi comme une fontaine dans le désert. Petit bonhomme, je veux encore t'entendre rire. Mais il me dit, cette nuit, ça fera 1 an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombée l'année dernière. Petit bonhomme, n'est-ce pas un mauvais rêve, cette histoire de serpent et de rendez-vous et d'étoiles? Mais il répondit rien à ma question. Il me dit, ce qui est important, ça ne se voit pas. Bien sûr. C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux, la nuit, de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. Bien sûr. C'est comme l'eau. Celle que tu m'as donnée à boire était comme une musique, à cause de la poulie et de la corde. Tu te rappelles, elle était bonne. Bien sûr, tu regarderas la nuit, les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile, ce sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Alors, elles seront toutes tes amies. Et puis, je vais te faire un cadeau. Il rit encore. Ah, petit bonhomme, j'aime entendre ce rire. Justement, ce sera mon cadeau. Ce sera comme pour l'eau. Que veux-tu dire? Les gens ont des étoiles qui ne sont pas toutes les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que de petites lumières. Pour d'autres, qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles que personne n'aura. Que veux-tu dire? Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'entre elles, puisque je rirai dans l'une d'entre elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Et il rit encore. Et quand tu seras consolé, on se console toujours. Tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plaisir. Et tes amis seront toujours étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras, oui, les étoiles, ça me fait rire. Et ils te croiront fou. Je t'aurai joué un bien vilain tour. Et il rit encore. Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, un tas de petits grelots qui savent rire. Et il rit encore, puis il revient sérieux. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. Ne viens pas. Je ne te quitterai pas. J'aurai l'air d'avoir mal.
j'aurai un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça. Ça ne vaut pas la peine. Je ne te quitterai pas. Mais il était soucieux. Je te dis ça, c'est à cause du serpent. Il ne faut pas qu'il te morde. Les serpents, c'est méchant. Ça peut mordre pour le plaisir. Je ne te quitterai pas, mais quelque chose le rassurera. C'est vrai qu'ils y ont plus de venin pour une seconde morsure. Cette nuit-là, je le vis. Pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre, il marchait décidé. D'un pas rapide, il me dit seulement « Ah, tu es là !» Et il me prit par la main. Mais il se retourna encore. « Tu as eu tort. Tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort. Et ce ne sera pas vrai. » Moi, je me taisais. Tu comprends, c'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. Moi, je me taisais. Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces. Moi, je me taisais. Il se décourageait un peu. Mais il fit encore un effort. Ce sera gentil, tu sais. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des puits avec une jolie poulie. Toutes les étoiles me reverseront à boire. Moi, je me taisais. Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de grelots, j'aurai 500 millions de fontaines. Et il se tut aussi, parce qu'il pleurait. C'est là. Laisse-moi faire un petit pas tout seul. Et il s'assit parce qu'il avait peur. Il dit encore, tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Elle est tellement naïve, elle est tellement faible. Elle a 4 épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. Moi, je m'assis parce que je ne pouvais plus me tenir debout. Il dit, voilà, c'est tout. Il hésita encore un peu, puis il se releva. Il fit un pas. Moi, je ne pouvais pas bouger. Il eut un rien qu'un éclair jaune auprès de sa cheville. Il demeura un
n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors je me demande, que s'est-il passé sur sa planète? Peut-il bien, peut-être bien, que le mouton a mangé la fleur? Tantôt je me dis, sûrement non. Le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre et il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux et toutes les étoiles rient doucement. Tantôt je me dis, on est distrait une fois ou l'autre et ça suffit. Il a oublié un soir le globe de verre. Ou bien le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit. Alors les grelots se changent tous en larmes. C'est là un bien grand mystère. Pour vous qui aimez aussi le petit prince, comme pour moi. Rien de l'univers n'est semblable si quelque part on ne sait où. Un mouton que nous ne connaissons pas. Ah oui ou non, manger une rose. Regardez le ciel. Demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la rose? Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Les dernières pages du roman. C'est ça pour moi le plus beau et le plus triste paysage du monde. C'est le même paysage que celui de la page précédente, mais je l'ai dessiné une fois encore pour bien vous le montrer. Le Sahara. C'est ici que le petit prince a disparu sur Terre. Puis disparu. Regardez attentivement ce paysage afin d'être sûr de le reconnaître si vous voyagez un jour en Afrique, dans le désert. Et si vous arrivez de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Attendez un peu, juste sous l'étoile. Si alors un enfant vient vers vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, alors vous devinerez bien qui il est. Alors soyez gentil. Ne le laissez pas tellement triste. Écrivez-moi vite s'il est revenu. Et voici la fin de ce merveilleux roman qui pour moi est important. Il est important de se rappeler qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, certaines choses nous paraissent importantes, alors qu'elles ne le sont pas vraiment. Prendre soin des autres, des gens que l'on aime. Profiter des petites choses de la vie, comme de l'eau dans un puits. Ce sont des choses qui aujourd'hui nous semblent banales, sans grand intérêt. On n'y prête souvent pas assez d'attention. Alors aujourd'hui, les vidéos que je fais pour vous, c'est l'eau que je vous donne. C'est la musique que je vous offre pour vous faire un peu profiter de votre nuit. J'espère que les vidéos que j'ai faites sur le Petit Prince vous a plu. J'ai un peu changé mon décor. Petit à petit, on s'améliore. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié.